Bien, merci. Nous reprenons donc avec la seconde table ronde consacrée, qui sera donc présidée par Alain Lacaparaz, magistrat, président de chambre honoraire de la Cour de cassation, qui a présidé la chambre sociale, puis la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui était membre du Conseil supérieur de la magistrature, et également maître de conférence à Paris 13 et toujours doyen des enseignements civils à l'École nationale de la magistrature. Donc, Alain Lacaparaz, je vous cède la parole pour cette seconde table ronde qui nous permettra d'entendre la présentation de la recherche de Mathilde Philippe-Gay, avec laquelle je regrette encore aujourd'hui que nous ne soyons pas ensemble à Lyon, mais ce sera partie remise. Merci Valérie. Bon, ravi d'être parmi vous de cette manière, comme on fait comme on peut actuellement. Le sujet de notre table ronde, c'est plutôt l'absence de neutralité des justiciables. Et c'est vrai qu'en tant que juge, moi, je me suis d'abord intéressé à la jurisprudence. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le sujet, par exemple, de la protection des convictions religieuses contre les atteintes portées par voie de presse, les questions qui se posent en droit du travail ou les questions qui se posent en droit pénal ne font pas partie de notre sujet. Alors, j'ai retourné les codes un peu dans tous les sens. D'abord, l'ordonnance de 58 pour un magistrat, le texte de référence, c'est l'ordonnance de 58. Vous ne trouverez rien sur la neutralité du juge dans l'ordonnance de 58. J'ai regardé aussi un petit peu les codes. Le code de l'organisation judiciaire parle de l'impartialité du juge. Entre parenthèses, l'ordonnance de 58 n'en parle pas. Le code de l'organisation judiciaire parle de l'impartialité, mais ne parle pas de la neutralité du juge. Et évidemment, ni dans le code de l'organisation judiciaire, ni dans les codes de procédure civile ou de procédure pénale, on ne trouve de principes qui permettent au juge de savoir comment se comporter face à l'absence de neutralité des justiciables. Mais heureusement, nous avons Mathilde Philippe-Gay qui va nous présenter le résultat de son rapport sur la laïcité dans la justice. On en saura un peu plus d'une manière générale et ensuite on verra une application plus spécifique et peut-être assez en avance des questions que nous avons à évoquer dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse avec Madame Cerveau. Mathilde, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez bien. Et avant tout, je voudrais commencer par remercier tous les participants et participantes au rapport lyonnais, parce qu'en réalité, ce n'est pas mon rapport, mais vraiment un rapport collectif. Donc, je renvoie à la première page du rapport qui est publié sur le site, dans lequel nous avons tous les auteurs. Hein. Nous sommes en réalité 40, et donc je parle au nom de tous ces auteurs. Donc, je vais partir et d'ailleurs, une petite précision, nous ne payons pas les participants, mais si certains participants à notre recherche sont parmi les auditeurs, je les salue particulièrement. Donc, je voudrais partir de l'enquête pour vous montrer les problèmes qui se sont posés d'après cette enquête et puis ensuite revenir sur un problème particulier, c'est la posture de neutralité des agents des acteurs de la justice, voir quel problème est-ce que ça pose par rapport aux usagers et enfin revenir avec vous sur quelques confusions que nous avons trouvées chez les acteurs de la justice concernant ces mêmes usagers. Donc, je commence par cette enquête. Alors, cette enquête, elle a été menée grâce à de jeunes chercheurs qui ont été coordonnés par Aurélien Javel. Donc, c'est Katia Buisson, Clara Delmas, Aurélien Javel, Kevin Maria, Maëlle Stétu et Clara Wurtz. Donc, je vais vous présenter cette enquête et vous donner quelques éléments sur ces résultats pour vous donner envie de lire le rapport. Mais concernant les usagers. Hein. Donc, les questions que nous nous sommes posées sont les suivantes. D'abord, dans quelle mesure est-ce que le fonctionnement de la justice est aujourd'hui marqué par le fait religieux?
dans son fonctionnement le plus ordinaire, dans son fonctionnement le plus quotidien. Et au-delà de la connaissance des règles juridiques qui découlent du principe de laïcité, comment concrètement les acteurs de la justice doivent-ils mettre en pratique cette laïcité? Donc, afin de répondre à ces problèmes, nous nous étions fixés 3 objectifs. Le premier, c'est connaître les problèmes juridiques qui se posent spécifiquement aux acteurs de la justice en les interrogeant de manière anonyme, d'abord, dans une grande enquête, et ensuite en revenant avec certains d'entre eux en entretien sur les problématiques qui avaient été soulevées. Nous avions ensuite pour ambition de mener une réflexion sur les problématiques soulevées par ces acteurs, une réflexion un peu théorique. Et en troisième lieu, de répondre aux questions pratiques. Donc, c'est pour ça que le rapport s'organise de manière un peu spécifique. Nous avons l'analyse de l'enquête, des articles un peu doctrinaux, et puis des points pratiques. À toutes les fins de chapitre, nous avons l'essentiel sur chaque question, afin que les acteurs de la justice puissent avoir des réponses concrètes aux questions qu'ils peuvent se poser. S'agissant donc de l'enquête, le panel était assez large. Nous avons interrogé donc 820 policiers, essentiellement commissaires, officiers de police, 3388 avocats du barreau de Lyon, 58 magistrats de la Cour d'appel de Lyon, 633 auditeurs de justice, et puis 25 magistrats d'un parquet spécialisé à Paris, des conseillers prud'hommes, et nous avons ajouté quelques conseillers d'insertion et de probation à la recherche, à titre personnel, qui ont accepté de participer. Et enfin, nous avons eu un volet mené par Nani Cerveau, qui interviendra tout à l'heure sur la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, au cours de l'enquête, ce qui est intéressant, c'est que les personnes interrogées, quelle que soit leur profession, commençaient le plus souvent par expliquer que dans leur propre activité, il n'y avait pas de problème concernant l'application du principe de laïcité ou la gestion du fait religieux. Mais les réponses qui suivaient démentaient immédiatement cette affirmation initiale. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est intéressant. Et cette enquête confirme que la plupart des acteurs de la justice sont un jour conduits à prendre en compte le fait religieux dans le cadre de leurs fonctions, qu'ils le souhaitent ou non, parce que certains s'y opposent, mais en tout cas sont amenés à le faire. Ils s'interrogent beaucoup sur la visibilité des cultes, notamment concernant les usagers, et on retrouve les mêmes questionnements, parfois les mêmes incertitudes, quelle que soit la profession. Les 2 grands questionnements, ou les 3 peut-être, sont l'affichage, on en a parlé, de signes et symboles assimilés à des rites catholiques dans les bâtiments publics, je vais le mettre de côté ici, le port de signes religieux par les usagers. Et puis, alors, tout particulièrement le foulard islamique, mais il y a d'autres qui sont cités, même si c'est vraiment le foulard qui est surtout mentionné. Et enfin, 3e point qui nous a surpris, c'est alors chez les policières et surtout chez les avocates. Chez les avocates, nous nous attendions justement à avoir beaucoup de réponses concernant le port des signes religieux par ces mêmes avocates. Et en réalité, chez ces avocates, nous avons eu beaucoup de questions sur le serrage de main, enfin l'attitude face aux usagers masculins qui refusaient de leur serrer la main. Donc ça nous a particulièrement interrogés. Donc ce sont des questions qui ne sont pas spécifiques à la France. Nous l'avons traité aussi en droit comparé, mais là je vais me focaliser sur la France. Le point le plus souvent révélé par cette enquête est vraiment le degré d'incertitude et le nombre d'erreurs sur la notion juridique de laïcité qu'elle fait ressortir chez les personnes interrogées, dont je rappelle qu'elles sont en charge de faire appliquer le droit, et en particulier ce principe de laïcité. Donc, c'est vrai que cela amène à préciser les grands principes, c'est ce qu'on fait dans le rapport, mais aussi à essayer de revenir sur les méconnaissances, ce que je ferai par la suite. Et puis, il y a une tendance, alors qui est assumée chez certains, à faire passer des opinions personnelles pour une règle de droit. Ça aussi, c'était assez interpellant. Beaucoup d'agents du service public de la justice préférant donc faire passer leur opinion sur la laïcité, quelle qu'elle soit, pour la règle juridique, pas toujours de manière consciente, mais parfois en l'assumant. Voilà, donc c'est vrai que ces résultats nous ont surpris par certains égards, mais on peut dire quand même que l'enquête date de 2018, 2019, et qu'il est possible qu'avec les efforts faits, quelles que soient les professions en direction de la formation sur la laïcité,
avec aussi la nouvelle obligation de formation qui pèse sur les agents de la fonction publique depuis le 24 août dernier. Il est possible que certains résultats de l'enquête, notamment sur l'absence de formation, aient évolué depuis. Alors, ce qu'on peut dire sur ces résultats, c'est qu'il y a une absence de formation initiale justement sur le fait religieux ou la laïcité qui est dénoncée notamment par les policiers et par les magistrats les plus expérimentés. Les auditeurs se sentent bien informés à 70%, mais c'est vrai que les plus expérimentés demandent davantage de formation. On sait que l'ENM voilà, on organise quand même un certain nombre et que cela devrait rattraper ce manque. Des agents, je vous l'ai dit, qui sont majoritairement amenés à connaître du fait religieux, quelle que soit leur profession. Ils expliquent que l'alimentation des personnes gardées à vue, l'élucidation des faits, les enquêtes, les perquisitions font intervenir finalement le fait religieux et puis également les auditions ou bien l'audience fait aussi intervenir le signe religieux des usagers. Une minorité d'agents seulement précise ne jamais prendre en compte la religion des usagers. Ils expliquent alors que la laïcité et la neutralité leur interdit. Or, la réalité de la laïcité n'est pas si simple. Beaucoup de réponses, quelle que soit la profession, montrent vraiment qu'ils pensent en fait que cela dépend de la définition que l'on donne de la laïcité. On a beaucoup de réponses, notamment de magistrats, qui disent tout dépend de ce que l'on attend de la laïcité. Ou des avocats aussi, même si c'est moins surprenant, qui expliquent que leur réponse dépendra du sens que l'on peut donner à ce principe. Or, le principe est plutôt clair, et c'est sur cela que je voudrais revenir dans mon deuxième point. C'est sur la posture professionnelle de neutralité. Il faut savoir que d'après la Cour européenne des droits de l'homme, concernant la France, dans son arrêt du 26 novembre 2015, Ebrahimian contre France, a bien précisé que le principe de neutralité implique que l'administration, mais aussi le service public, doivent donner toutes les garanties de la neutralité, mais doivent aussi en présenter les apparences, pour que l'usager ne puisse douter de cette neutralité. Donc l'usager doit être rassuré, entre guillemets, par cette posture de neutralité. Donc en France, toute personne qui exerce une mission de service public est soumise à une obligation de stricte neutralité, qui ne se réduit pas à l'absence du port de signes religieux. Or, l'usager lui-même n'est pas soumis à une obligation de neutralité, surtout lorsque sa vie privée et familiale se déroule sous les auspices du service public de la justice. Par exemple, il est évident que la neutralité du service public ne commande pas à un détenu de cesser de pratiquer son culte. Que dans le même temps, le service public de la justice doit protéger celui qui ne souhaite pas avoir une telle pratique. Les usagers sont donc libres, par principe, de manifester leurs convictions, mais à condition de ne pas troubler le fonctionnement du service public, ni les autres principes qui s'y appliquent, en particulier celui d'ordre public. Il est sûr aussi que les usagers doivent respecter les lois et les règlements en vigueur. Par exemple, ils doivent respecter la loi de 2010, et on a un magistrat qui se dit troublé dans l'enquête par le fait qu'un usager est venu avec sa compagne, donc un justiciable est venu avec sa compagne qui portait un voile intégral, et qu'il s'est senti tellement troublé qu'il n'a pas su quoi faire. Eh bien là, la règle est claire, la loi s'applique aux usagers et la dissimulation du visage est interdite dans l'espace public, y compris donc dans le cadre du service public. Donc, les usagers ne sont pas soumis à une obligation de neutralité, mais doivent respecter les principes, notamment l'ordre public, les lois, et puis les principes du service public lui-même. L'usager doit en particulier respecter le fait que la justice est neutre, que le service public est neutre. L'usager ne pourra donc pas, par exemple, se livrer au prosélytisme dans le cadre du service, sinon le principe de neutralité du service sera lui-même atteint. De même, il ne peut pas en troubler le fonctionnement, par exemple, en se livrant à une prière qui viendrait interrompre l'audience ou quelle autre étape du service public. Donc, l'usager n'est pas soumis à l'obligation de neutralité, mais doit respecter tout de même, et c'est peut-être ça le malentendu parfois, certains principes. Une fois que cela est dit,
dès lors, je voulais dire que la vie privée de l'usager est en compte, eh bien, il faudra que le service puisse veiller à ce que sa pratique religieuse s'exerce dans le respect du fonctionnement du service, notamment la loi du 9 décembre 1905 prévoit dans son article 2, alinéa 2, que des services d'aumônerie peuvent être financés sur fonds publics. Et donc, ce service d'aumônerie est organisé justement pour pouvoir permettre que l'usager qui est dans cette position-là puisse exercer son culte. Donc, cela amène en dernier lieu à revenir sur certaines confusions. Donc, je n'insisterai pas sur la première confusion qui est de confondre voilà, la neutralité de l'usager et la neutralité de l'acteur de la justice. Je vais plutôt détailler deux autres confusions concernant les usagers. La première, et il faut y faire attention, je pensais pas qu'elle était aussi généralisée, c'est que les règles juridiques qui découlent de la laïcité scolaire ne s'appliquent pas dans le cadre de la laïcité de la République en général. Cela veut dire que la loi du 15 mars 2004, qui interdit le port de signes ou tenues manifestant une appartenance ostensible à une religion, ne s'applique pas dans le cadre de la justice. Donc, c'est une évidence, mais nous avons vu tellement de confusion que je préfère le rappeler. Ensuite, deuxième évidence, eh bien, il faut donc faire en sorte que le service public puisse assurer sa continuité, donc en dépit de la prise en compte nécessaire du fait religieux et donc parfois de la liberté religieuse de l'usager. Donc, le bon fonctionnement du service doit aussi être pris en compte. Et voilà, là aussi, les magistrats, les avocats qui s'interrogent sur la légalité de prières d'usagers qui interrompent l'audience ou sur le serrage de main doivent être donc rassurés sur ce point. Dernière chose, donc il y a des zones grises de la laïcité. Alors, je sais que c'est l'objet de la table ronde, la prochaine table ronde, mais il y a encore des zones grises. Pour autant, comme je viens de le montrer, il y a quand même des certitudes. Et c'est sur celles-ci déjà que l'on devrait axer les futures formations et peut-être un futur texte sur la laïcité dans la justice. Je vais laisser maintenant Madame Cerveau peut-être compléter sur ce qui concerne la protection judiciaire de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Et merci à tous pour l'organisation et aux participants pour votre attention. Alors moi, je suis Nani Cerveau, je suis référente laïcité à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Rhône et de l'Ain que je représente. J'ai participé effectivement pour la partie qui concerne la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, au rapport présidé par Mathilde. Il existe des référents laïcité-citoyenneté dans toutes les directions territoriales de la PJJ qui forment ensemble le réseau de la mission nationale de veille et d'information de la PJJ créée en 2015. Alors, c'est important parce que du coup, on a, depuis 2015, beaucoup travaillé à la PJJ sur les questions de laïcité, effectivement. Notre rôle à la base est la participation et le soutien à la lutte contre la radicalisation, dans lequel, entre autres, il est apparu fondamental de développer l'éducation à la laïcité et à la citoyenneté des jeunes, auprès des jeunes, justement dans cette optique de prévenir des radicalisations éventuelles. Il est apparu également nécessaire d'être, du coup, en tant qu'agent de l'État, d'être très au clair avec la laïcité dans nos pratiques et dans nos postures. Alors, on peut faire un premier constat, c'est que pour rebondir sur ce que disait Madame Richard au sujet de la paix, chez nous aussi, la question de la stricte neutralité est assez claire. En tant que fonctionnaire, on s'appuie sur les textes de 1983, sur la loi de 1983, révisée par la loi de 2016, qui est pour nous très claire sur la question de la neutralité. Donc, c'est plutôt dans son application et dans ce qu'on va rencontrer dans les pratiques que ça peut parfois être compliqué. On va le voir. En référence au rapport, je vais d'abord du coup vous parler des aspects, des enjeux qui se posent en matière de faits religieux dans les pratiques.
et des réponses de l'institution. Et je terminerai par quelques perspectives qui, comme l'a souligné Mathilde, effectivement, depuis 2018-2019, on a un peu des évolutions. Donc, on a vu que dans l'ensemble, la justice dans son ensemble amène à prendre en compte la vie privée des gens. Mathilde évoquait les gardes à vue, les perquisitions, etc. On rentre tout de même dans la vie privée des gens dès lors qu'on a affaire à la justice. Et qu'en matière de religion, entre la neutralité attendue des professionnels de justice et la liberté de religion des justiciables, ce n'est pas sans créer des confusions ou des situations qui peuvent rendre mal à l'aise. À la protection judiciaire de la jeunesse, les professionnels sont particulièrement chargés d'investiguer les situations des jeunes sous main de justice et de les accompagner dans leur démarche, dans leur insertion, travailler sur les actes commis, sur ce qui a amené les jeunes à commettre ces actes. Donc, c'est peu dire qu'on rentre dans l'intimité des usagers. Je reviendrai sur ce terme, mais quand je parle d'usagers, je parle des jeunes et aussi de leur famille, parfois. Et nous aussi, on rentre dans cette intimité tout en étant, les professionnels de la PJJ, astreints à cette stricte neutralité dans l'accompagnement de ces jeunes à qui on doit garantir la liberté de conscience de manifester et de pratiquer leur religion. C'est pourquoi exposer les enjeux, les problématiques qui se posent à la PJJ me semble constituer une sorte de focus grossissant de la thématique de notre table ronde des professionnels de justice face à l'absence de neutralité des usagers. Alors, s'agissant du rapport laïcité dans la justice conduit par Mathilde Philippe-Guay, la taille restreinte de l'administration de la PJJ a conduit à une enquête plus qualitative que quantitative. Néanmoins, sur l'ensemble des témoignages récoltés, on observe les mêmes problématiques, les mêmes questions qui reviennent. Alors, pour petite précision, les témoignages ont été récoltés lors de formations, lors des interventions des référents laïcité citoyenneté auprès des professionnels et via un questionnaire qui a été distribué aussi, mais à plus petite échelle que par rapport aux magistrats ou aux auditeurs de justice. Donc, tout d'abord, dans la partie sur la PJJ, dans le rapport, en termes de contexte, il est rappelé, et je crois que cela est valable pour l'ensemble de la justice, que le contexte sociétal et médiatique impacte fortement les pratiques et les problématiques. Aujourd'hui, la question de la visibilité des religions et de la place de celles-ci dans l'espace public occupe beaucoup les médias et les politiques. Et puis, M. Portier a rappelé très justement qu'on est dans une reconfiguration du religieux, c'est les termes qu'il a utilisés par avant. Et cette reconfiguration, forcément, chaque citoyen se questionne par rapport à comment prendre en compte maintenant le fait religieux. Donc, un contexte médiatique et politique qui nous impacte. Et de fait, il est aussi remarqué par les professionnels de la PJJ que la visibilité qu'il y a de plus en plus de demandes et de manifestations du religieux de la part des usagers. Il ne s'agit pas forcément de demandes d'ailleurs, il y a aussi plus de références à la religion. Alors, il y a aussi un constat des professionnels de la PJJ que cette référence à la religion ne fait pas forcément écho à une réelle conviction ou à un réel attachement aux pratiques. Alors, je ne vais pas m'étendre, puisque ce n'est pas le sujet, sur l'objet de ce paradoxe qui est entre phénomène de mode et caractéristiques de l'adolescence, mais je vais plutôt revenir sur la façon dont ça impacte le devoir de neutralité des professionnels. Il est également expliqué dans le rapport que par historicité, le travail social dont la protection judiciaire de la jeunesse fait partie est un milieu très laïque. L'éducation est liée depuis la Révolution à l'histoire de la laïcité. Et M. Portier l'a évoqué tout à l'heure, les lois de Jules Ferry le montrent bien, comment l'enseignement et l'éducation, ce qui est aussi l'émergence de l'éducation populaire au XIXe siècle, qui s'est construit dans un esprit extrêmement laïque. Donc le travail social par histoire, par tradition, est assez laïque. Faiza Guelami l'a très bien exposé également dans ses ouvrages sur le travail social à l'épreuve de la laïcité. De fait, les professionnels du social que nous sommes ont été
assez décontenancés par cette résurgence du fait religieux et de la manifestation du religieux dans leur pratique. Le troisième point qui peut être source pas forcément de malaise, mais de nécessité de réflexion et d'adaptation des professionnels, c'est le fait que nos fonctions sont basées sur la relation éducative et sur le dialogue. C'est bien souvent ce qui est mis en avant par les professionnels. Dès lors, il est difficile de rester neutre dans cette relation tout en étant authentique, puisque c'est la base de notre travail, surtout lorsque les jeunes abordent des questions religieuses ou des questions philosophiques ou politiques, puisque la neutralité, quand on parle de neutralité, il s'agit aussi de convictions politiques, on l'oublie assez souvent. Et cette problématique-là est forcément accrue pour les professionnels qui exercent en hébergement, puisqu'ils vivent avec les jeunes. Alors, tous ces constats n'ont pas échappé à notre institution et au ministère de la Justice, puisque depuis 2015, la PJJ a œuvré à un réel travail de formation et de clarification en ce qui concerne la laïcité à la PJJ, notamment pour les foyers. Donc, beaucoup de formations ont été développées et puis nous disposons, nous, à l'interne, de plusieurs notes de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour encadrer le principe de laïcité, même si dans les pratiques, dans l'application, encore une fois, il reste beaucoup de questions. La création des référents laïcité et citoyenneté depuis 2015 a bien évidemment permis aussi d'accompagner les agents sur cette question et on est très actif en ce moment puisqu'il y a justement un mouvement à la PJJ actuellement sur la prise en compte du fait religieux et la neutralité. Il y a une enquête de l'Inspection générale de la justice sur la laïcité qui a été conduite à la PJJ l'année dernière, et plus particulièrement dans les foyers. Et cette enquête a conclu qu'il était nécessaire d'être plus précis dans nos textes cadres, les plans stratégiques nationaux et régionaux, les projets de services, les règlements intérieurs, etc. Et de continuer à développer la formation de manière plus homogène et plus large. On utilise pour ça le kit Valeurs de la République et laïcité qui a été produit par le CEGET. Une nécessité aussi d'homogénéiser les pratiques, puisqu'il a été remarqué que selon, encore une fois, plutôt les foyers, en tout cas selon les lieux, la laïcité n'était pas appliquée de la même manière. Et cette inspection a été suivie d'une mission parlementaire dans un panel de foyers et elle sera prolongée en 2022 par un contrôle national sur un échantillon de foyers afin d'affiner les réponses à apporter à ces préconisations de l'IGJ. Les deux axes de cette démarche sont bien la prise en compte du fait religieux pour les usagers et la neutralité des agents d'autre part. Donc, comme vous le voyez, la question de notre table ronde actuelle est donc éminemment d'actualité pour nous. Comme je vous l'avais dit, je reviens sur le terme usager, puisque c'est un des aspects importants de notre pratique. C'est le terme qu'on utilise à la PJJ, plutôt que justiciable, on parle d'usager. C'est un terme qui n'est pas anodin, puisque la particularité de la PJJ, c'est que la plupart de nos structures sont référencées comme structures sociales et comme telles, elles sont soumises à la loi du 2 janvier 2002 sur le droit des usagers des structures sociales et médico-sociales. Cette loi précise en son article 11, en plus et en soutien de toute liberté de conscience et de manifester sa religion de tout citoyen, que le devoir de respecter la liberté de pratiquer sa religion par les usagers dans les services sociaux et médico-sociaux. Dès lors, dans le faire ensemble et le vivre ensemble qui caractérise notre pratique à la PJJ et la prise en charge éducative, concilier la neutralité des professionnels et la prise en compte de l'expression du religieux par les jeunes peut s'avérer compliqué. La question des repas, Mathilde y a fait référence tout à l'heure, ce que rencontre également l'administration pénitentiaire. La question des repas est un exemple très souvent cité à la PJJ et qui cristallise souvent ce paradoxe. Par exemple, peut-on proposer de la nourriture confessionnelle aux mineurs qui en font la demande, puisque nous rentrons, nous aussi, dans le fameux alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. En ce qui concerne, en tout cas, les hébergements, les jeunes sont privés d'une partie de leur liberté et doivent, du coup, pouvoir accéder, dans une certaine mesure, à la pratique de leur culte. Mais ces repas sont partagés entre les jeunes et les professionnels. Donc là, des professionnels de la justice
donc agents de l'État, se retrouvent en possibilité de manger de la nourriture confessionnelle, de partager ce repas-là avec les jeunes. De la même façon, pour prendre un autre exemple, en période de Ramadan, les professionnels en hébergement, encore une fois, qui ne mangent pas le midi, souvent me posent la question, comment faire? Les jeunes voient bien qu'on ne mange pas le midi, donc constatent notre pratique religieuse du Ramadan. On a aussi l'éternelle question au moment de Noël du sapin. Est-ce qu'on peut mettre un sapin dans le foyer? Est-ce que c'est bien laïque? En même temps, est-ce qu'on va se priver d'organiser un moment festif au nom de la laïcité en enlevant tout signe qui fasse référence à la religion? Donc, c'est plutôt des questions d'application très pratico-pratiques qui se posaient, qui se posent encore aujourd'hui, mais moins, je vais y revenir. Parce que si on dépasse ces considérations pratiques, et c'est là tout l'apport de la formation, qui bien souvent parasite le fond, on en revient aux raisons qui président à la neutralité des agents publics. C'est-à-dire, pourquoi doit-on être neutre? Alors, du fait de la séparation des églises et de l'État, puisqu'on représente l'État dans nos fonctions, mais ce pour garantir la l'égalité de traitement du public, à la justice en général pour garantir, on l'a évoqué aussi, l'impartialité des professionnels qui représentent une autorité, et particulièrement à la protection judiciaire de la jeunesse comme à l'école, pour empêcher tout prosélytisme et favoriser la liberté de conscience, le développement d'esprits éclairés, que les jeunes puissent faire leurs propres choix sans influence en matière de religion, de conviction ou de politique. Je rappelle, à l'instar de Mathilde, qu'à la protection judiciaire de la jeunesse, non plus, nous ne sommes pas astreints à la loi de 2004. Donc, les usagers ont toute liberté de manifester leur religion sans les limites de la loi de 2004. Pour autant, on est quand même dans le champ de l'éducatif et cette neutralité, elle est aussi nécessaire pour la liberté de conscience des jeunes qu'on prend en charge. Cependant, et ça a été évoqué aussi par Madame Poty, on ne peut jamais tout à fait se défaire de nos origines culturelles, dans notre façon d'être, dans nos habitudes, dans nos expressions, et transparaissent bien souvent nos milieux d'origine, à minima culturels. Et l'important est donc de garder à l'esprit les raisons de la neutralité du service public, de manière à adopter une attitude la plus neutre possible, respectueuse des convictions et des pratiques du public, quelles que soient ses convictions et ses pratiques, et surtout respectueuse de l'égalité. Alors, si tous les agents de la PJJ sont agents de l'État, donc nous aussi, comme disait Mme Richard, quelles que soient les fonctions, que ce soit administrative, de direction, les éducateurs, on est tous astreints à cette neutralité. J'évoquerai aussi un autre champ de notre activité, c'est les associations qui sont habilitées par la PJJ et qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas astreints à la neutralité, mais pour autant prenaient en charge de la même façon les jeunes confiés par la PJJ. Depuis la loi du 24 août 2021, les associations mandatées par la PJJ pour prendre en charge les jeunes sont astreints à cette même neutralité. Ça a été débattu. Pour préciser la loi, il a été fait un recours au Conseil d'État qui a statué très récemment par un arrêt que, effectivement, notre service associatif habilité était concerné par le devoir de neutralité. Donc ça, c'est un travail qu'on débute maintenant, d'aller en soutien de cette application dans le service associatif habilité. Pour autant, les associations que l'on mandatait étaient déjà, pour la plupart, dans l'esprit dont je parlais, d'objectivité, de respecter la pluralité religieuse et l'égalité de traitement, bien sûr, des jeunes. Finalement, ce qui est aussi expliqué dans le rapport, c'est que l'expérience et les compétences des professionnels de la PJJ et donc du secteur associatif habilité sont justement de prendre en compte les mineurs tels qu'ils sont, avec leur personnalité, leurs besoins, et de les amener à penser par eux-mêmes. C'est notre travail, en fait, et développer également leur esprit critique. Donc, l'exercice de la neutralité dans la relation éducative n'est pas forcément facile, et en même temps, la relation éducative par essence favorise la mise en retrait de nos propres convictions au bénéfice du public accompagné. Donc, on trouve aussi dans notre expertise, finalement, les ressources à adopter la bonne posture. D'ailleurs, aborder avec les jeunes leurs convictions et leurs pratiques
quelle place a la religion pour eux, ça fait partie intégrante de la prise en charge éducative si on veut prendre en compte l'individu entièrement. Et d'autre part, éduquer à la laïcité, c'est nécessairement évoquer les différentes religions et comment elles peuvent cohabiter dans une société laïque et marquée par la pluralité, comme l'a très bien évoqué Madame Rita Hermond-Belot. Aujourd'hui, vivre en société, c'est pouvoir justement connaître, s'intéresser, cohabiter avec les différentes cultures et les différentes religions. Donc, depuis le rapport rédigé en 2017, l'évolution que j'ai pu constater, c'est une bien meilleure appropriation de l'esprit de la laïcité. Là, même si on fait référence à des lois, et d'ailleurs là, je citerai Mathilde Philippe-Gay, que je cite souvent, qui a introduit une des conférences qu'elle a fait à la laïcité, sur la laïcité à la PJJ, qui en tant que juriste nous disait si on fait appel à la loi, c'est un constat d'échec. Et c'est tellement vrai à la PJJ, c'est-à-dire qu'on doit d'abord passer par la relation éducative pour appliquer la laïcité et faire passer les messages de la laïcité. Et en dernier lieu, faire appel à la loi ou en tout cas s'appuyer dessus. Mais c'est d'abord l'éducation à la laïcité qui doit nous préoccuper. Donc, j'ai remarqué une bien meilleure appropriation de l'esprit de la laïcité. Et ce qui me conforte dans cette idée, c'est que même s'il se pose encore des questions pratico-pratiques que j'évoquais tout à l'heure, les professionnels me demandent davantage maintenant comment parler de religion et du fait religieux avec les jeunes tout en restant neutre. C'est-à-dire qu'on peut avancer maintenant sur ces questions de posture. L'enjeu est donc bien la posture neutre des professionnels et non pas d'évincer toute question religieuse par praticité, puisqu'au contraire, la neutralité doit permettre au public accueilli d'être respecté dans sa liberté de conviction et sa liberté de pratique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Philippe-Gay. Merci beaucoup, Madame Cerveau, pour ces très riches interventions qui me montrent que dans certains services comme la PJJ, on l'a vu aussi tout à l'heure, l'administration pénitentiaire, on est beaucoup plus avancé que dans les juridictions proprement dites. Les magistrats, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Si, il y a eu une réforme importante en 2016, on a supprimé le mot religieusement de notre serment. Mais ce n'est pas très bouleversant comme réforme. On aurait peut-être pu aller plus loin. Alors, je dirais pour conclure que la Cour de cassation, depuis pas mal de temps, est engagée dans un important travail méthodologique de soutien aux juridictions. Alors évidemment, le domaine dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas un domaine dans lequel la Cour de cassation peut agir seule, dans la mesure où beaucoup de questions ne relèvent pas de sa jurisprudence. Il s'agit de questions qui dépassent très largement le cadre de la jurisprudence que peut rendre la Cour de cassation, mais je crois franchement au stade où on en est et pour répondre aux multiples interrogations qui se posent, que les différentes parties prenantes devraient s'orienter vers un recueil de recommandations destinées aux professionnels de la justice. Il faudrait qu'on arrive à ça, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des instructions ou des circulaires pour certains domaines de l'activité judiciaire et ne pas essayer de concevoir un document global qui puisse formuler des grandes recommandations à partir du rapport qui a été fait en 2019. Voilà ma conclusion et mon souhait pour l'avenir. Merci bien. Je crois donc que Vanessa nous a indiqué que bien qu'il y ait près d'une centaine de participants, il n'y a pas beaucoup de questions. Mais Valérie Derbieux, je crois que vous aviez une observation ou une question. On peut prendre encore quelques interventions et ensuite on fera la pause déjeuner. Oui, très directement. Comment, à propos de la protection judiciaire de la jeunesse,
Comment vous avez bien expliqué la posture, l'éducatif, la proximité, la neutralité, enfin toutes ces choses qui impliquent d'avoir des règles très pratico-pratiques. Comment vous expliquez l'attention toute particulière dont cette direction du ministère de la Justice fait l'objet? Vous avez évoqué, et j'y étais à l'époque, il y a eu des inspections ponctuelles avant l'enquête, la grande enquête de l'inspection dont quelques traits ont fuité, entre guillemets, dans la presse dans des termes un petit peu particuliers. La mission parlementaire, ensuite un contrôle national. Qu'est-ce que ça dit de l'attention particulière qui est portée à cette direction? Et je rebondirai ensuite sur la conclusion de mon collègue président. Par rapport à la direction des services judiciaires, on a l'air bien abandonné. Hein. Donc, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Peut-être Mathilde ou Madame Cerveau, je ne sais pas. Voilà, c'était ma question. Mathilde, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse. Non, vas-y, Nani, puis après, sinon je compléterai. Là-dessus n'étant pas, voilà, on n'a pas vraiment d'explication qui nous soit communiquée, donc je ne peux répondre que sur un sentiment, une impression personnelle, j'ai envie de dire. Déjà, moi, j'ai toujours fait le constat, ça fait 18 ans maintenant que je suis à la PJJ, et j'ai toujours fait le constat qu'on était impacté très directement par les orientations du gouvernement. On a vu avec nos différents ministres ou les différents gouvernements, selon qu'il y ait une orientation plutôt répressive ou éducative, ça a des conséquences directes sur les directives qui nous sont fournies, voire sur la construction, par exemple, des établissements pénitentiaires pour mineurs, hein, qui découlent quand même une certaine politique. Donc, c'est déjà un constat que j'ai pu faire et on remarque qu'il y a quand même une attention particulière sur l'application de la laïcité en France et particulièrement dans le service public d'une manière générale. On l'a vu avec la loi d'août 2021. Donc, je pense que, voilà, par habitude, on est assez impacté. Et aussi, et je reviens sur la question de l'historicité, de l'importance de l'éducation dans la construction de la laïcité. Je pense que la question de l'éducation des jeunes, et particulièrement des jeunes qui sont sous main de justice, a toujours été un petit peu un focus, une attention particulière des médias et des politiques. D'abord, on connaît l'importance de l'éducation pour former des futurs citoyens, mais aussi on est on est dans le champ de la délinquance, donc malgré qu'on soit une toute petite administration et que fort heureusement notre public ne constitue qu'une faible minorité, une assez faible minorité de l'adolescence française, on ne peut que s'en réjouir. On est quand même un peu sous surveillance, on va dire. Et vous l'évoquiez, la question des médias est importante, puisque effectivement, le rapport de l'inspection générale de la justice a fait écho dans la presse et dans les médias, et je pense vraiment que ce n'est pas anodin par rapport aux suites importantes qui ont été données, aux réponses importantes qui ont été données à la PJJ. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, juste pour apporter un point supplémentaire, Monsieur Lacabra disait aussi qu'on était en avance. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'impression aussi qu'on a travaillé depuis sur des questions de laïcité de façon plus précise depuis plusieurs années. Et on a aussi les outils de fait pour, en tant qu'agent public, se former. On a les référents laïcité citoyenneté, on a le kit valeurs de la République et laïcité sur lequel on est les 70 RLC formés et habilités pour pouvoir former les agents. Donc, on est en capacité, au niveau de nos moyens, qu'ils soient humains ou des outils, de vraiment mieux encadrer la laïcité et de l'appliquer de façon homogène aujourd'hui. Merci bien. Est-ce que Mathilde Philippe-Gay, vous souhaitez… Juste pour conclure, mais pour aller dans le même sens que Nani Cerveau, je voudrais insister effectivement sur un point que l'on soulève dans le rapport, qui est l'importance de la formation. Et il nous semble quand même qu'il serait vraiment important
que le ministère de la Justice et le plan VRL puissent signer une véritable convention et qu'en fait, tous les acteurs de la justice puissent être intégrés au plan VRL qui existe et qui fonctionne et qui arrive à former des formateurs. Cela permettrait, alors pour ceux qui ne connaissent pas le plan Valeurs de la République et laïcité, le plan VRL, cela permet de former des formateurs, aussi de les tenir au courant de l'actualité juridique sur la laïcité et les valeurs de la République. Voilà, donc ça pourrait être quand même une piste intéressante pour développer cette obligation de formation qui est désormais réelle depuis la loi du 24 août 2021. Merci bien. Christine Poty avait demandé la parole. C'était juste une réflexion à propos justement de la réflexion de M. Lacabaras tout à l'heure sur le fait que la PJJ serait peut-être en avance. En fait, après avoir écouté Madame Cerveau et Madame Richard, je me demandais si est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec le fait que ça soit dans les deux cas des lieux clos où finalement on doit apprendre à vivre avec ce principe et on a peut-être plus d'expérience pratique pour avancer au jour le jour et le vivre, alors que dans les tribunaux, on se retrouve face à des justiciables qui vont et viennent et voilà, il n'y a pas cette proximité qui fait vivre le principe. Et finalement, quand j'écoutais tout à l'heure Madame Cerveau, c'était très intéressant, qui disait que c'était les aumôniers qui finalement, en quelque sorte, pacifiaient, en quelque sorte, aidaient au respect du principe de neutralité. Je trouvais ça très intéressant comme vision. C'était juste cette réflexion. C'est très juste. Alors, pour précision, c'est Madame Richard qui précisait ça sur les aumôniers et je trouvais ça très intéressant. Madame Richard. J'ai confondu. Ça me permet justement de rebondir là-dessus, ça me permet de rebondir parce que c'est une question qui s'est posée notamment avec la mission parlementaire qu'on a pu accueillir sur notre territoire, que j'évoquais tout à l'heure, et ce qui serait intéressant de faire intervenir davantage. Nous, on n'a pas de service d'aumônerie interne, c'est-à-dire que si les jeunes veulent voir un représentant du culte, on peut les accompagner à un service d'aumônerie public, mais on n'a pas de service d'aumônerie interne, sauf bien sûr dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, puisque là, ils sont dirigés par l'administration pénitentiaire. Mais c'est une question qui s'est posée, effectivement, d'avoir plus de développer un peu plus le service d'aumônerie à la PJJ. Merci bien. S'il n'y a plus d'interventions ou de questions, écoutez, il me reste à ce moment-là à vous remercier. Ah oui, la question, je crois qu'il y avait une question à laquelle vous avez presque un peu répondu. Est-ce que faisant partie de sa prise en charge, le mineur dispose-t-il d'un statut dérogatoire en milieu clos, alors que pour le majeur en milieu clos, l'exercice du culte est un droit dans lui seul l'initiative? Alors, pour précision, effectivement, les mineurs étant, il y a la question de l'autorité parentale, il y a la question aussi de la mise à disposition. C'est-à-dire que les majeurs peuvent, par exemple, pour prendre aussi là encore quelque chose de très pratique, les majeurs peuvent cantiner, donc acheter de la nourriture confessionnelle, ce que ne peuvent pas faire les mineurs. Les mineurs ne peuvent pas cantiner. Donc, les questions se posent autrement, effectivement. Donc, ce n'est pas vraiment un statut dérogatoire, mais une adaptation par rapport à ce que peuvent proposer les milieux pénitentiaires qui ne sont pas tout à fait la même pour les majeurs et les mineurs. Comme vous l'avez dit, Richard veut compléter. Oui, tout à fait. S'agissant des mineurs, il y a la question de l'autorité parentale. Alors, donc pour chaque, par exemple, une demande de participation au ramadan par un mineur, il va y avoir une demande d'autorisation parentale. Je parle des EPM, je parle des établissements pour mineurs. Il va y avoir une demande faite pour que le parent qui détient l'autorité autorise la pratique cultuelle. Sachez simplement, je trouve que c'est intéressant dans le cadre qui est développé ce matin, s'agissant des mineurs non accompagnés,
en l'absence d'autorité parentale et dans le cadre d'un doute qui pourrait subsister, notamment par rapport à une réponse de l'ASE, c'est toujours la liberté de culte qui prévaut sur le reste. Donc, dans le doute, on autorise toujours le mineur à pratiquer son culte. Est-ce que vous avez rencontré des cas où les familles demandent que le mineur pratique un culte sans que lui en ait forcément, ou elle en ait forcément fait la demande? À ma connaissance, ce type de questionnement, ce type de problématique n'a pas été soulevé. Alors, nous, on a plutôt l'inverse. Plus souvent des demandes de la part des jeunes et pour lesquelles les parents ne sont pas forcément d'accord ou ne font pas eux-mêmes la demande de leur côté. Alors, quand on a carrément une opposition, ce qui heureusement est rare, mais entre les souhaits des parents et les souhaits des jeunes, comme on a des jeunes qui ont plutôt entre 15 et 18 ans, donc qui avancent vers la majorité, on essaie de faire tiers, de concilier, là encore de passer par l'éducatif et la relation et le dialogue pour concilier les deux. J'ai juste une petite précision à demander à Madame Richard. Quand vous dites dans le doute, c'est-à-dire dans le doute de l'établissement de l'âge précis? En fait, si vous voulez, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'autorité parentale, donc on se retourne vers l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, et il arrive que l'ASE n'ait pas de réponse spécifique à apporter, et dans ce cas-là, eh bien c'est la liberté de culte qui s'exerce pour le mineur. Mais si l'ASE prenait la décision que le mineur, finalement, ça ne va pas dans son intérêt de manger de façon confessionnelle, le mineur, on lui impose la règle de l'ASE. Oui, c'est ça. Bon, ça arrive très rarement, hein. Généralement, l'ASE répond favorablement à ces demandes. On a à la PJJ, c'est pareil. On fait référence à l'ASE ou au juge pour les MNA et effectivement, les réponses sont toujours dans le sens du mineur. Enfin, non, sont plutôt positives. Merci bien pour ces précisions-là qui permettent de voir comment vous faites vivre concrètement le principe de laïcité au sein de la PJJ et de la paix avec cette variété de publics. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la pause déjeuner pour qu'on puisse se retrouver à 14h précises tout à l'heure. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.